L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi. Aujourd'hui, avec nos invités, on va s'offrir une séance de théâtre à domicile, tester notre habileté à manier des armes médiévales et revenir sur la vidéo qui fait vaciller l'Élysée depuis plusieurs mois. Et pour parler de ces sujets, je reçois Pascal et Céline Comas de l'association Bramfarine. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Association spécialisée dans la reconstitution médiévale. Et vous êtes d'ailleurs venus en costume d'époque. Ce n'est pas votre costume quotidien, celui-là. Non, pas du tout. Bon. Eh ben, merci en tout cas d'être là avec vos arcs, vos flèches. On en parlera tout à l'heure. En face de vous, Laurence Grattaroli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice artistique de la compagnie Kaléidoscope. Et puis à côté de vous, Taha Bouaf. Bonjour. Bonjour. Militant, candidat en 2017 pour la France Insoumise aux élections législatives en Isère. Vous vous définissez d'ailleurs comme un militant des quartiers populaires. C'est ça. C'est-à-dire que mon engagement ne se réduit pas à un engagement que je peux avoir, que je peux porter dans le cadre de mon organisation politique. Il y a tout un héritage aujourd'hui des luttes qui ont pu être celles de l'immigration et celles des quartiers populaires que je mène aussi, notamment par exemple avec le comité Justice et Vérité pour Adama, avec tout un tas d'actions qui vont être menées envers et pour les quartiers populaires. Et donc c'est pour ça que je me définis de cette façon-là. Bon, vous êtes originaire d'Échirolles, comme la compagnie de Laurence. Donc là, on a un clan Échirolles, et puis là, c'est la Buissière, dans le Grésivaudan. Voilà pour les présentations géographiques. Vous êtes l'homme par qui le scandale de l'été est arrivé. L'affaire Benalla, le 1er mai dernier, après avoir manifesté contre Parcoursup, avec la réforme des universités dans les rues de Paris, vous avez assisté à une scène qui, j'avais envie de dire, est devenue culte depuis, puisque vous l'avez filmée avec votre téléphone portable. C'était un coup de chance de vous retrouver au bon endroit, au bon moment. Moi, on me dit souvent ça, c'était un coup de chance, c'est un coup de bol que tu sois retrouvé là. En vérité, c'est un réflexe militant. C'est-à-dire qu'un militant politique qui se retrouve dans cette situation-là, il a forcément ce geste, ce réflexe de sortir son téléphone pour filmer cette violence policière. D'autre part, cette scène, elle a lieu lors d'un apéro militant à la suite des manifestations du 1er mai qui ont été avortées, je le rappelle, au niveau du pont d'Austerlitz, après que les policiers soient attaqués aux cortèges syndicaux. Donc à ce moment-là, on se regroupe tous à Place Contrescarpe pour un apéro militant pour débriefer sur la journée du 1er mai et puis sur la mobilisation plus globalement. Et donc, c'est à ce moment-là que, en fait, il y a des CRS qui naissent la place. Ça dégénère. Et ça dégénère. Donc, à ce moment-là, je sors mon téléphone, c'est tout naturel. Et puis, il n'y a pas vraiment de mérite à ça. C'est plutôt un réflexe. Et je pense que ça devrait être normal que, en tout cas, les gens qui soient sensibilisés, en tout cas, aux violences policières, à ce que peuvent être la répression policière, notamment dans le mouvement social, puissent avoir ce réflexe de sortir sur leur téléphone. Alors, on les voit, vos images, elles ont fait le tour du monde grâce à cet homme avec le casque qui est en train de tabasser. Il n'y a pas d'autre mot un étudiant qui manifestait. Cet homme, c'est Alexandre Benalla. À l'époque où vous le filmez, vous ne le savez pas. Pour vous, c'est un policier, j'imagine. Non, à ce moment-là, je ne me doute absolument pas que c'était un collaborateur du président de la République. Il se comporte de façon assez comme un policier zélé. Et en fait, ce qui me choque pas à ce moment-là, c'est que on voit souvent des policiers se comporter de cette façon-là dans les manifestations. Il se trouve que, par exemple, hier, j'étais sur la manifestation interprofessionnelle à Paris. Et on a des policiers qui se comportent de cette façon-là. Il y a un truc assez symptomatique de ça, c'est qu'Alexandre Benalla, pour frapper ce jeune passant d'ailleurs, qui n'était pas un manifestant, il n'a pas choisi l'uniforme d'ambulancier, il n'a pas choisi l'uniforme de pompier, il a choisi l'uniforme de policier. C'est-à-dire qu'on voit bien que finalement, cet uniforme-là, il va protéger, et ça va être normal aujourd'hui pour un policier de pouvoir frapper des étudiants ou des passants ou des personnes à terre, sans que finalement, ça ne choque personne. Parce qu'au moment où je poste cette vidéo-là sur les réseaux sociaux, elle est reprise par le milieu militant, mais pas forcément par les médias. Oui, elle n'a pas l'écho qu'elle a eu quelques mois après. Exactement. Donc c'est bien symptomatique finalement, d'une part de la protection, enfin de la banalisation des violences policières, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit ces images-là, quand on voit des images d'un policier qui frappe à terre, et vous l'avez très bien dit, qu'il le tabasse et qu'il le laisse sans défense par terre, finalement ça ne choque qu'une partie de personnes qui sont déjà, qui auraient pu se sentir à sa place parce que manifestants. Mais par contre, au niveau des médias mainstream, c'est vrai qu'il n'y a aucun relais, et c'est symptomatique du fait qu'il y ait une vraie banalisation de la violence policière, et ça, il faut le souligner. Alors,
pour autant vous l'aviez dans le collimateur. On va voir un tout petit extrait de la vidéo où vous le menacez presque de représailles. Il l'a tabassé par terre. Regardez bien, il l'a tabassé par terre. Alors, je pense que vous n'imaginiez pas qu'il serait puni au centuple à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est une redoutable arme qui est la vidéo et qui aujourd'hui, dans beaucoup d'affaires, permet de sortir des choses qui, il y a encore quelques années, seraient restées éteintes. Il a fallu quand même 2 mois et demi entre le moment, le 1er mai, où vous la mettez en ligne, et puis le milieu de l'été, en juillet, où je crois que c'est le journal Le Monde qui va identifier cette personne comme étant un des proches garde du corps d'Alexandre, d'Emmanuel Macron. Effectivement, pour revenir sur ce que vous disiez, quand vous disiez que finalement c'était un formidable outil pour pouvoir permettre tout simplement de pouvoir témoigner et dénoncer certaines choses, c'est d'autant plus vrai que, par exemple, pour vous donner l'exemple de ce qui s'est passé à Nantes cet été, avec la mort du jeune Aboubacar, qui s'est fait tuer à bout portant par 2 balles, par un policier qui a tiré dessus à bout portant, finalement, le policier et toute la brigade qui était autour de lui avaient dit que le jeune allait foncer sur des enfants, sur des CRS, exactement, et donc avait menacé leur intégrité physique et que c'était de la légitime défense. Il se trouve que des vidéos sont sorties et on contredit totalement la version des policiers. Et donc, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on a tout un tas de policiers et toute une hiérarchie qui signent des faux PV en protégeant, en fait, il y a une sorte de corporation qui fait qu'ils se défendent entre eux. Et donc, ces vidéos-là ont permis d'établir la vérité. Et à ce moment-là, donc, on a le policier qui dit « Bah non, finalement, c'était pas de légitime défense, j'ai tiré par accident. » Et donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir être en capacité de filmer quand il y a des altercations entre des individus et la police, soit pour protéger la police si ces individus-là sont très méchants et qu'effectivement, ils s'attaquent à des policiers, soit pour protéger des citoyens en cas de bavure policière. Autre chose, on a le droit de filmer. C'est-à-dire qu'il y a un décret, je crois, du 23 décembre 2008. La police ne peut pas vous empêcher. C'est pour ça qu'Alexandre Benalla s'enfuit plutôt que d'essayer de confisquer le C'est exactement ça. C'est-à-dire que le droit à l'information prévaut sur le droit à l'image. Et les policiers n'ont pas de droit à l'image spécifique à leur fonction. On a le droit de filmer tout policier dans l'exercice de ses fonctions. À part dans le cas de certains petits cas, donc l'antiterroriste, etc. Mais je ne pense pas qu'on croise des doubles agents tous les jours dans la rue. Donc, effectivement, ce réflexe-là, il est important, et on tient à le souligner, et on a le droit de le faire. Et si un policier vous empêche de le faire, vous supprimez votre enregistrement, comme Alexandre Benalla l'a fait un peu plus tôt dans la journée dans le Jardin des Plantes, il s'expose à des poursuites judiciaires. Comment vous avez géré l'emballement médiatique qui a suivi donc après la révélation de l'identité de ce personnage? Ça fait, je disais, le tour du monde, mais toutes les chaînes de télé, tous les médias ont relayé ces images. Ça a été un long feuilleton. On vous a vu aussi sur certains plateaux télé. Comment on gère ça quand on a 20 ans et qu'on ne s'attendait pas forcément à décrocher le scandale de l'été? Bon, c'est vrai que moi, quand je découvre ça, il y a 2 mois et demi entre quand je publie la vidéo sur Twitter et quand c'est publié par le journal Le Monde. Donc moi, je rentre chez moi à 18h du boulot, je rentre avec ma baguette de pain, un bout de fromage, je mange, j'allume mon ordi et je reçois des notifications en me disant « Ah bah tiens, ta vidéo a été reprise par Le Monde. » Au début, on saisit pas bien. Ensuite, voilà, les unes tombaient les unes après les autres. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Vraiment, c'était les déclarations les unes après les autres et ça tombait. On avait l'impression que ça ne s'arrêtait plus. Donc c'est vrai que, bon, on va dire sur le plan personnel, humain, etc., c'est assez ouf, on va dire. Mais après, derrière, voilà, en tant que militant politique, très rapidement, on se doit aussi derrière de pouvoir avoir la tête sur les épaules. Et ensuite rester factuel sur tout ce qu'on a vu et puis sur les conséquences politiques. Donc, je dirais que d'un côté, le jeune de 20 ans, c'est vrai que c'est un truc qui nous tombe dessus, qui est assez... c'est vrai que, voilà, c'est pas habituel. Faut gérer. C'est vrai qu'on reçoit énormément de sollicitations à ce moment-là. D'autre part, il y a aussi le militant politique qui doit garder la tête sur les épaules, la tête froide, et qui doit pouvoir gérer ça de façon organisée. Aujourd'hui, on monnaie les vidéos sur Internet au nombre de vues. Elle vous a rapporté beaucoup, cette vidéo? Elle m'a apporté 0 €. En fait, il se trouve que j'ai cédé les droits à l'AFP et à Reuters. À partir du moment où en fait, je recevais énormément de sollicitations
de la part des médias. Et pour faire vite, j'ai cédé les droits à l'AFP et à Reuters pour que ce soit eux qui s'en occupent. Je leur ai cédé à titre gratuit parce que l'information doit être gratuite. Et j'ai tout intérêt avec cette vidéo, en tant que militant politique, que cette vidéo se diffuse, que la vérité éclate tout simplement. Oui, parce que depuis cette vidéo, effectivement, le gouvernement est en grande difficulté. Dernière conséquence, j'ai envie de dire, de l'affaire Benalla, c'est la démission il y a quelques jours du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui était venu d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un hasard, mais dans votre ville, à Échirolles, quelques jours avant de démissionner. Gérard Collomb qui démissionne, effectivement, d'une part, je pense que c'est la chose la plus sensée qu'il ait fait depuis son entrée au gouvernement. C'est-à-dire que cet homme-là n'était plus en capacité n'était plus en capacité tout simplement de gouverner la police. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, gouverner la police. En tout cas, il ne devait plus être aux commandes, en tout cas, du ministère de l'Intérieur. Et il n'avait plus aucune crédibilité. C'est-à-dire qu'un ministère de l'Intérieur qui ment devant une commission d'enquête parlementaire, ça n'a plus aucune valeur. D'autre part, c'est un ministre qui a envoyé des forces de l'ordre appliquer la répression sur le mouvement social, que ce soit à la ZAD, que ce soit dans les facs, que ce soit à Tolbiac notamment. Je vois des images passer, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est vrai que moi, sa visite à Échirolles, en tout cas, elle me semble particulièrement grossière, notamment quand il va dans le quartier de la Villeneuve, d'Échirolles, se recueillir en quelque sorte. Mais finalement, moi je me souviens du passage de Valls qui nous avait annoncé plus de police, qui nous avait classé d'ailleurs en ZSP, en zone de sécurité prioritaire. On n'a pas vu de changement. On n'a pas vu d'avancée et c'est toujours la même chose. Donc voilà. Et puis même les habitants, moi, pour en avoir discuté avec eux, c'est toujours des promesses. Et puis finalement, on ne voit rien, quoi. Je disais en introduction, vous étiez le plus jeune candidat en Isère lors des législatives en 2017. Donc... Non, il y avait ma camarade qui a été investie un peu tard, qui était contre Olivier Véran, Elsa Régis. Ah oui, vous étiez parmi les plus jeunes à 19 ans, ce qui est déjà pas mal. Vous avez d'ailleurs même devancé le maire de Saint-Martin-d'Air qui se présentait contre vous, même si vous n'avez pas été qualifié pour le deuxième tour. Est-ce qu'avec les élections municipales qui arrivent, vous avez toujours envie de vous investir dans la vie politique locale ? C'est-à-dire qu'on peut s'investir dans la vie de sa ville de différentes façons. Il y a des engagements qui se portent au niveau associatif, qui se portent au niveau citoyen, qui se portent au niveau politique. Moi, ce qui est sûr, c'est que Échirolles, ça reste ma ville. J'y reviens plusieurs fois par semaine. Et je continuerai à m'engager dans ma ville. Maintenant, est-ce que je vais participer ou en tout cas me présenter sur une liste aux élections? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suivrai ça de près et je participerai sûrement à la campagne, que je sois dans la liste ou pas. Et avec le portable, j'imagine, aussi pas loin dans la poche. Allez, on va passer du combat militant au combat médiéval. Il n'y avait pas de smartphone à l'époque du Moyen-Âge, mais il y avait des arcs et des flèches. C'est ce que vous nous avez apporté aujourd'hui, Pascal et Céline. Vous faites partie de l'association Bram Farine. Ça veut dire quoi, Bram Farine? Bram Farine, c'est une montagne qui est dans le Grésivaudan, qui est juste au-dessus de Saint-Maximin, au-dessus de Pontcharrat, en fait. Et notre association a été créée à Saint-Maximin, et comme la montagne à côté s'appelait Bram Farine, on a pris son nom, Bram Farine. Tout simplement. Alors, vous êtes spécialisé dans l'univers médiéval, les reconstitutions d'époque. On peut vous voir, par exemple, chaque année, pendant l'été, à Saint-Antoine, l'abbaye. Ça vient d'où cette passion ? C'est une passion qui dure depuis longtemps. On faisait un son-lumière en Bourgogne il y a plus de 30 ans, un son-lumière médiéval. Et c'est là où j'ai connu ma femme, dans le son-lumière. Et donc, comme on habitait dans le Grésivaudan, on a voulu créer une association locale dans le Grésivaudan. Donc, on en a recréé une deuxième qui s'appelle Bram Farine, où on fait plutôt de l'archerie médiévale et de l'artisanat médiéval. Vous êtes capable de créer un camp médiéval de A à Z, pratiquement? On peut créer un camp, oui. On peut mettre 10 tentes, des auvents, 15 artisans, et c'est notre groupe qui fait ça. Vous organisez chaque année un tournoi d'archerie avec ce type d'outils, d'armes. Alors, il n'est pas facile à manier. Ça, c'est... J'imagine que vous n'avez pas gardé les modèles du Moyen-Âge. Vous les reconstituez On les reconstitue, mais c'est le modèle du Moyen-Âge. Ça s'appelle un longbow. Donc, c'est un arc de type anglais, un arc long, qui mesurait entre 1,90 m et 2,20 m. Et c'était un arc qui servait surtout c'est un arc de guerre, en fait. Les archers au médiéval, c'était des archers anglais qui faisaient la guerre contre les Français. Voilà.
Et donc, ça, c'est fabriqué avec un bois qui s'appelle de l'if. Céline, vous êtes à droite avec cet arc. Il y a des flèches ici. Alors ça, c'est quand on n'est pas très copains, qu'on veut vraiment faire mal. Et puis celle-là, c'est quand on tire sur les amis. Il y a un petit bout renforcé. Normalement, ça ne doit pas trop coûter. C'est compliqué, la technique de l'arc moyenâgeux? Non, la technique est assez facile puisque l'archerie, justement, en France, avait été interdite pour cette raison. C'est qu'on va dans la forêt, on prend un morceau de noisetier ou n'importe, on fait très vite un arc, très vite des flèches et n'importe qui peut tirer avec. Et ce n'était pas très bien vu du côté de la noblesse puisque les armes, c'était réservé aux chevaliers. Un chevalier, il avait déjà une certaine prestance. Voilà, prestance, un niveau de vie. Il fallait payer son armure, payer son destrier, payer ses armes. Donc, c'était pas très bien vu. Donc, ça avait été interdit en France pour cette raison-là. Donc, effectivement, la technique, elle n'est pas très compliquée. En quelques séances, on peut arriver à tirer et se faire plaisir. Ensuite, il suffit de prendre la corde, on amène et ensuite on lâche. Je ne vous donne pas la flèche parce que bon, on va éviter. On a un petit peu de matériel qui casse là, dans le studio. Il y a en tout cas des épreuves. On va voir quelques images d'un tir sur cible. Il y avait plusieurs types d'épreuves, des épreuves sur cible. Donc là, c'est des animaux. Là, c'est un sanglier. Il y en a plusieurs d'autres. Il y a des cerfs. On peut faire sur plein de choses. Donc il y avait ce type d'épreuve. Sinon, il y avait des types d'épreuves sur cible. Donc pour viser et puis pour marquer des points sur des cibles. Ou sinon, il y avait une autre épreuve qui s'appelle le tir du roi, où c'est des tirs de longue distance. C'est ce qu'on voit là. Oui, alors. Il faut envoyer la flèche le plus loin possible. En fait, non. Tout au fond, il y a il y a un drapeau et il faut s'approcher le plus près possible du drapeau. Et on peut un peu du golf. Comme le golf, oui. Et puis celui qui est le plus près a le plus de points. Dans le médiéval, ça arrivait qu'on ait des cibles entre 200 et 250 mètres. Là, on voit bien toutes les flèches autour et le drapeau. Sachant qu'au départ, les archers ne voient pas le drapeau. Ils tirent sur le premier tir, voilà, tir à l'aveugle. Ce qui était souvent le cas aussi au niveau des batailles. Ce qu'on propose au niveau du tournoi, c'est un petit peu des entraînements qu'avaient les archers pour ensuite être sur le champ de bataille. Alors vous le faites dans un fort où il y avait des constructions un peu défensives. On peut tirer aussi de l'intérieur vers l'extérieur. C'est la petite séquence que l'on voit là à l'image. Ça, c'est pas évident parce qu'on n'a pas une grosse visibilité non plus. Il faut bien viser. En fait, ils sont en train de tirer. Elle est en train de tirer à travers une meurtrière. En médiéval, c'était plutôt des archères, mais là, le fort, il est. Ah, on a vu la flèche sortir. Il est plus récent. Ouais, vous avez vu la flèche sortir. Au ralenti. Et donc, il y a plein d'épreuves de ce style-là. On a une autre épreuve, ça s'appelle dans un souterrain. On a un souterrain, on est dans le noir et on a juste une petite cloche qui est éclairée. Il faut viser la cloche dans le noir. Mais c'est des épreuves d'adresse, on va dire. Alors, il y a une fédération française de... Alors, il y a plusieurs... Alors, il y a des fédérations. On fait partie de 2 fédérations, en fait. Ça s'appelle la FMR, Fédération française médiévale et Renaissance, où on organise des tournois à peu près dans tout le sud, un peu dans toute la France. Il y en a 5 dans le sud de la France. Et après, on a une autre fédération qui est plutôt du côté organisateur, s'appelle la Fédération française des fêtes et spectacles historiques, qui est plutôt pour la réglementation par rapport à l'organisation des fêtes. Voilà. Pour découvrir en tout cas cet univers particulier, c'est Céline, ce samedi à Fort-Barreau. Ce samedi, à partir de 14h, c'est ouvert au public gratuitement. On profite d'une exposition au fort qui s'appelle Les Automnales, une exposition artistique. Et puis, le public est convié à venir... voir tous ces archers en action et tous costumés. Tous les archers seront costumés. Le campement, les artisans, il y aura quelques artisans présents aussi autour du campement. Et le samedi soir, pour récompenser les archers, on a un petit banquet médiéval qui est complet. On voit quelques images du Fort Barreau qui, lui, n'est pas du Moyen-Âge. Il a été construit un petit peu après, mais bon, on peut faire une petite digression historique pour... c'est un endroit, en tout cas, super à découvrir là, à la limite de l'Isère et de la Savoie. Et en plus, là, il y aura de l'animation tout le week-end. Tout au long du week-end. Si vous voulez des infos, vous allez sur le site de Bram Farine. Maintenant, je sais ce que c'est que Bram Farine. Voilà, on va passer du spectacle en plein air au spectacle un peu plus intimiste avec Laurence et la compagnie Kaléidoscope. C'est une compagnie qui existe depuis, je crois, plus de 25 ans sur l'agglomération grenobloise. 28 exactement. Alors, moi, je m'en souviens quand j'étais plus jeune. 10 ans d'écart entre ta et la compagnie, mais c'est vrai que vous êtes basé à Échirolles.
Et si je vous invite aujourd'hui, c'est parce que vous proposez une forme de spectacle assez nouveau, assez nouvelle, assez insolite. Vous allez chez l'habitant et chez un public assez particulier pour proposer des pièces de théâtre adaptées. C'est cela. En fait, le théâtre à domicile existe depuis longtemps. C'est un genre de théâtre qui existe, mais qui était plutôt à destination de personnes qui avaient une connaissance du théâtre. Et moi, ça fait 3 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un public qu'on ne touchait plus. C'était les personnes qui étaient isolées, les personnes qui ne pouvaient plus sortir de chez elles, donc les personnes dites empêchées, et notamment les personnes âgées, les personnes avec handicap, ou les personnes aussi dont les ressources financières ne leur permettent pas de sortir. C'est pour ça que je me suis intéressée à cette forme de théâtre. Alors, là, il n'y a pas de scène, vous allez chez l'habitant. J'imagine que le premier défi, c'est de s'adapter au lieu qu'on vous propose. Exactement, on ne fait pas de repérage. On arrive et en fait, le spectacle peut être monté partout parce qu'on a un décor modulable. Et par contre, c'est un vrai spectacle. Ce n'est pas de la lecture ou du conte, c'est un vrai spectacle théâtral avec des artistes. Il faut de l'espace. Donc là, on vous voit dans une cuisine en train de l'aménager en salle de spectacle. Ils sont rapides dans votre équipe. Oui, ils vont vite, ils sont très performants. Non, mais en fait, on peut vraiment jouer dans des petits lieux. On a autant joué dans un petit appartement qu'une maison. Tout est adaptable. Et du coup, on a vraiment cette proximité qui permet aussi au public que l'on vise de bien nous entendre et de bien nous comprendre. Comment vous choisissez les personnes chez qui vous allez proposer le spectacle ? Alors, il y a 1 an de ça, puisque ça fait 1 an, on était en création quasiment jour pour jour. J'ai eu la chance de rencontrer Annick Piquet de Digi38, une association de partage de logements solidaires entre les seniors et les étudiants. Et du coup, elle s'est proposée de nous ouvrir la porte des personnes âgées qui étaient dans ce dispositif. Et nous avons fait 25 représentations qui ont été toutes vraiment, qui ont, je dis, dépassé nos espérances puisque les retours sont plus qu'élogieux. Et maintenant, nous sommes en lien avec les CCAS, avec les associations d'aide à domicile, avec les municipalités, toutes les personnes qui s'occupent des personnes isolées. Alors, la personne qui accueille le spectacle peut inviter ses amis, mais ça peut arriver que vous soyez plus nombreux sur scène que dans la salle ? En tout cas, égal. On a joué devant 3 personnes. Et ça, c'est aussi un gros défi aujourd'hui, de pouvoir mettre à l'honneur ce que j'appelle, moi, la rentabilité humaine plus que la rentabilité financière, et de pouvoir offrir un vrai spectacle à des personnes qui seront en petit nombre. Et qui, pour certaines, n'ont peut-être jamais l'occasion de sortir ou n'ont jamais vu de théâtre ou de spectacle vivant. Exactement, c'est-à-dire pour certains, c'est la vraie découverte, et que des comédiens professionnels puissent leur offrir un tel spectacle, c'est vraiment pris comme un beau cadeau, puisqu'en plus le spectacle a 20 minutes d'une forme cabaret et 20 minutes d'interactivité. Donc la personne est sollicitée, et en fait à la fin, ce n'est pas nous qu'on applaudit, mais c'est la personne que nous applaudissons. J'imagine qu'il y a de l'échange effectivement entre les artistes et puis les accueillants. C'est une opération que vous renouvelez en ce moment, puisqu'on est dans la semaine bleue. Alors la semaine bleue, c'est celle des seniors, on les appelle comme ça. Donc c'est vrai que ça tombe bien avec votre cible. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que c'est important aussi à des moments d'inscrire les projets dans des semaines nationales pour que les projets puissent avoir un écho, et puis aussi pour que ces semaines soient identifiées. Parce que c'est quand même une manifestation qui a, je crois, plus de 20 ans, et beaucoup de personnes ne la connaissent pas. Et nous, le spectacle, en plus, est porté en direction de ces personnes. Et suite au spectacle, il y a le goûter, il y a l'échange. Il n'y a pas que le spectacle. Le but, c'est vraiment d'être en lien, et donc d'être aussi en lien avec les seniors, d'être en lien aussi avec leur vécu, puisqu'on recueille aussi leurs paroles. Et j'ai sorti un ouvrage aussi des 25 premiers spectacles. Ils se livrent à vous après le spectacle. Oui, c'est-à-dire pendant que les 2 autres comédiens professionnels rangent, moi je vais interviewer la personne. Et du coup, là, oui, c'est des histoires de vie extraordinaires. Mais j'ai des secrets que je dois garder. Bon, il y a le livre, et puis il y a ce que vous avez gardé secret, on le gardera secret également. C'est 1 ou 2 dates là pour la fin de semaine, même si c'est pas ouvert au public, mais pour voir un peu les endroits où vous allez. Oui, alors en fait on nous a demandé aussi de créer une version pour les structures collectives. Donc hier on jouait à la MAPA de Champfleury-les-Chirolles. Demain on joue chez un particulier, une dame à Mélan. Vendredi on joue à la résidence
résidence autonomie Maurice Thorez d'Échirolles et on joue aussi chez une personne à Échirolles samedi, puisqu'en fait, on a eu un partenariat avec le CCAS d'Échirolles. Eh bien, très bien, merci Laurence. Et ce week-end, donc, ça jouera de l'arche. Vous inquiétez pas, je ne vous ai pas donné vos noms de scène, Gibolin et Giboline. C'est juste pour rendre l'antenne aux téléspectateurs. Je vais faire semblant, évidemment, je ne vais pas leur tirer dessus avec cette flèche. Voilà, demain, on parlera de la descente des alpages. Et les vaches des Reims vont arriver dans les rues de la capitale à partir de samedi. Je vous souhaite une bonne soirée et vous n'aurez pas la chute de cette émission. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.